Bien, une chose aussi, forger des concepts, c'est fabriquer des idées qui éliminent le flou, enrobant les opinions. C'est créer des outils de pensée. Je l'ai déjà dit, et je le répète tout souvent aux doctorants, si vous leur demandez la définition de la pensée, ils ne le savent pas. Si vous leur demandez la définition précise d'une idée, ils ne le savent pas. Mais intuitivement, ils savent ce qu'est une idée. Ils savent ce qu'est une pensée. Et c'est pour cela que nous devons établir finalement l'équation suivante. Vous avez une première idée qui va rencontrer une deuxième idée, ça va vous donner une pensée. Et le résultat de la pensée, c'est un jugement. Sauf que la formulation d'un jugement, eh bien, ça va nous donner une proposition. Vous voyez? Bon, les termes, ils ne sont pas interchangeables. Bien, c'est pourquoi il importe de comprendre les concepts et d'apprendre à les utiliser. Et là, bien entendu, je vous invite à faire la différence entre la notion qui est beaucoup plus générique, beaucoup plus générale, et le concept qui est beaucoup plus précis. Il y a une réalité des faits aussi, puisque nous sommes dans un département de langue. Cela signifie que finalement, ce qui nous importe le plus, c'est de travailler trois grandes compétences. La première compétence, c'est notre maîtrise de la langue, ou la maîtrise du langage de manière générale. Ensuite, ce qui nous importe également, c'est la maîtrise de l'argumentation, puisque nous attendons qu'ils produisent des écrits. Et enfin, la maîtrise de la conceptualisation. Donc, vous maîtrisez la langue, vous maîtrisez l'argumentation, vous maîtrisez la conceptualisation. Lorsque je parle de la conceptualisation, elle repose entre autres sur la schématisation. Et quel est l'intérêt de la schématisation? La schématisation et la reformulation me permettent tout simplement de vérifier si réellement j'ai compris ou je n'ai pas compris. Vous voyez, si vous proposez quelque chose à vos étudiants et vous leur demandez de reformuler, vous leur demandez de schématiser, si ils reformulent facilement, s'ils schématisent facilement, cela signifie qu'ils ont compris. S'ils ont quelques difficultés, donc là, il y a un problème au niveau de la compréhension. Bien. Et c'est pour cela que nous disons que le langage est une lutte permanente. C'est une lutte permanente parce que si elle a un début, en fait, elle n'a pas véritablement de fin. Une lutte permanente entre le besoin d'exprimer la complexité de la pensée, le désir de maintenir la simplicité de l'expression. Et là, vous voyez par exemple le besoin avec le désir exprimé à maintenir simplicité, complexité. Donc ça, c'est une règle d'or. Bien, le dialogue, ce que nous oublions aussi, le dialogue, c'est une relation des personnes qui a été remplacée par la propagande ou la polémique, qui sont deux sortes de monologues. C'est pour cela que très souvent on parle d'un dialogue de sourds, parce que les gens ils ne s'écoutent pas les uns les autres. Et je dois vous dire que ce qui nous manque le plus à l'université, c'est que réellement, en tant qu'enseignants universitaires, nous ne savons plus écouter nos étudiants. Les étudiants, ils ont juste besoin d'une oreille attentive, vous voyez, pour qu'on puisse résoudre les problèmes ou les difficultés qu'ils rencontrent. Et le dialogue suppose que chacun soit convaincu qu'il a quelque chose à apprendre de l'autre. Donc le dialogue, ce n'est pas le fait tout simplement d'échanger. Non, c'est une conviction. Parce que certains étudiants ils ne viennent pas au cours, par exemple. Ils ne viennent pas au cours parce que tout simplement, ils se disent « je ne veux rien apprendre ». Vous voyez, donc c'est une conviction préalable. Une conviction préalable. Donc, et là aussi, une réalité. Vous savez que nous sommes dans un cadre institutionnel. Et ce cadre constitutionnel, très souvent, il peut être contraignant. C'est pour cela qu'il faut savoir allier la liberté d'initiative au devoir imposé. C'est tout simplement la réflexion qu'avait faite Fernando Savater dans un ouvrage intitulé « Politique à l'usage de mon fils ». Ce qui est intéressant, c'est la double définition de la politique. C'est à la fois l'ensemble des raisons d'obéir et en même temps des raisons de se rebeller. Rebeller parce que j'ai besoin de ma liberté et puis obéir parce que je dois aussi respecter le devoir imposé. Donc c'est un équilibre précaire, vous voyez, un équilibre qui est très très fragile pour nous en tant qu'enseignants universitaires. Bien, et c'est pour cela aussi que nous devons avoir une conscience pleine d'une chose. Le premier élément, c'est que la méthodologie, elle vise l'enrichissement de l'esprit et non la création de stéréotypes. En d'autres termes, cela signifie que la méthodologie n'est pas un ensemble de recettes. Il ne suffit pas tout simplement de leur dire appliquez telle ou telle méthode, appliquez telle ou telle technique et ça y est. Ce n'est pas parce que vous avez les ingrédients d'un plat que forcément vous allez le cuisiner correctement. Absolument pas. Ensuite, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ce que nous dit le vieux proverbe. C'est ce que nous dit aussi la fable de la Fontaine. Et là, vous devez tout simplement planifier votre action. Et la planification, elle est importante. Pourquoi?
Parce que dans la réalité des faits, si vous prenez le cas des étudiants de master, normalement, ils doivent être capables de rédiger, de soutenir un mémoire en un semestre, n'est-ce pas? Mais dans la réalité des faits, le semestre, en fait, il n'est pas l'équivalent des 6 mois. C'est à peine 2-3 mois pleins. Et très souvent, je leur dis, écoutez, pourquoi est-ce que le département a pris la responsabilité d'arrêter le volume global du mémoire, 30 à 60 pages? Eh bien, parce que les étudiants, je leur dis également, est-ce que vous savez combien de temps il vous faut, par exemple, pour faire la saisie, hein? Uniquement la saisie, dans des conditions normales, de 80 pages. 80 pages, dans des conditions normales, j'ai besoin tout simplement de 30 jours, un mois. Vous voyez, donc le temps qui est véritablement réduit. Et cela, vous devez l'avoir à l'esprit en tant qu'enseignant qui encadrait. Bien, une chose, une réalité aussi, peu d'hommes possèdent le courage nécessaire pour assimiler tous les fruits de l'arbre de la science. La science, elle ne vous dira absolument rien si vous ne faites pas l'effort personnel de formuler des hypothèses. Voyez? Bien, contrairement au monde des sports, de la politique, des loisirs, des arts et des droits, l'enseignement n'est pas propice à l'éclosion de vedettes. Il n'y a pas de vedettes. Il n'y a pas de star dans l'enseignement. Il n'existe aucun prix Nobel pour les professeurs. Je parle des professeurs au plan de la pédagogie. S'il est vrai que certains d'entre eux reçoivent de hautes distinctions et récompenses de réalisations qui n'ont rien à voir avec leur performance dans la salle de classe. Elles récompensent beaucoup plus leurs travaux de recherche plutôt que leurs activités pédagogiques, ce qui est malheureux. Bien, c'est pour cela aussi que très rapidement, on va se poser la question de ce que signifie le verbe apprendre. Vous voyez? Et je n'ai pas dit l'apprentissage. J'ai préféré utiliser le verbe pour quelle raison? Parce que le verbe suppose une dynamique qui est là. Vous voyez? Suppose un mouvement. Et le mouvement, c'est la définition littérale, tout simplement, de motivation. Parce que qu'est-ce qu'être motivé? Motivé, c'est pousser quelqu'un pour l'inciter à aller de l'avant. Donc c'est un mouvement. Vous voyez? Donc apprendre, parce que ça nous permet tout simplement d'acquérir. Et là aussi, ce qui est paradoxal, c'est que dans la réalité des faits, la didactique, la pédagogie, les sciences humaines de manière générale, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, beaucoup de choses, elles ne s'apprennent pas. Elles finissent par s'acquérir. Elles finissent par s'acquérir. Il faut laisser du temps au temps. Bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est acquérir des connaissances, acquérir des compétences et surtout acquérir aussi des attitudes. Là, il faudra faire la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, il est commun. Le savoir, en fait, il est collectif. Pour quelle raison? Parce qu'il a été validé par la communauté scientifique à laquelle on appartient. Le savoir, c'est ce qui a été validé, vérifié, donc on l'accepte en tant que tel. Alors que la connaissance, elle est individuelle. Elle est individuelle et elle est dynamique parce que c'est un mouvement incessant, perpétuel. C'est un effort personnel. Bien, donc les connaissances, généralement, elles sont liées beaucoup plus au savoir, les compétences au savoir-faire et puis les attitudes au savoir-être. Vous voyez, pourquoi est-ce que parfois nous avons l'impression qu'au sein de la classe, ça ne va pas? Parce que nous avons l'impression qu'en tant qu'universitaires, tout ce que nous devons faire, c'est dispenser certains savoirs. Et nous oublions que finalement, il va y avoir le savoir-faire et le savoir-être. Je le dis très souvent, en Algérie, nous sommes beaucoup plus victime d'une triple insécurité. Une insécurité linguistique parce qu'on ne maîtrise plus, accepte de manière acceptable ou passable la langue. Une insécurité méthodologique, et là, c'est la question du savoir-faire, on ne la maîtrise pas. Et puis, enfin, une insécurité scripturale. Demandez aux gens de parler, ils vont parler. Ils prendront la parole aisément. Demandez de leur d'écrire et ça va être autre chose. Mais l'intérêt de tout cela, quel est-il? C'est tout simplement d'aller dans le sens d'un savoir agir. Si je n'agis pas, en fait, je ne change rien. Ça ne rime absolument à rien. Et là, on l'a dit tout à l'heure, en l'absence de concept, il n'y a que du bavardage scientifique. C'est pour cela que j'aimerais vous rappeler la définition du terme syllabus. Donc, par rapport à l'étymologie de 1865, c'est un mot latin, il est ecclésiastique. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en vérité, la plupart des termes que nous utilisons dans notre profession, lorsqu'on parle de professeur, lorsqu'on parle de docteur, lorsqu'on parle de syllabus, lorsqu'on parle de cursus, lorsqu'on parle de séminaire, en fait, c'est directement inspiré de la religion chrétienne. Vous voyez, du monde ecclésiastique. Vous voyez? Bien.
Donc, le syllabus qui signifie le sommaire ou la table, de syllabus de grec, syllobos, altération de syllabos, c'est la bande de parchemin collée sur un volume et portant le nom et le titre. Donc, ce n'est pas le contenu, c'est un aperçu ou un traité sur le contenu. C'est pour cela aussi qu'en religion, c'est une liste de propositions émanant de l'autorité ecclésiastique. Et spécialement, le syllabus est un document publié par Pie IX en 1864 et il regroupait l'ensemble des propositions condamnées par le pape. Oui, ça c'est juste au passage parce qu'il est intéressant de connaître l'étymologie de certains termes. Bien. Le cours. Et là, ce que vous voyez aussi que l'étymologie vers le XIIe siècle, ça vient du latin cursus. Vous voyez, ou alors plus exactement cursus. Donc on prononce en français cursus, et qui signifie la course. Qui signifie la course, le cours, oui. Et oui, courir, exactement. De courir, qui veut dire tout simplement courir. Oui, c'est intéressant. Pourquoi? Le point commun entre tous ces éléments-là, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une motivation. Et la motivation, s'il vous plaît, elle ne vient jamais de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, elle est intrinsèque, et non pas extrinsèque. Bien, par rapport à l'enseignement, c'est le suivi sur une matière déterminée, l'une des leçons au cours de laquelle cet enseignement est donné. Donc c'est la conférence, c'est la leçon, cours de chimie, cours de rattrapage, cours magistral, etc. Voyez. Donc c'est le premier réflexe qu'on doit avoir en tant qu'enseignant universitaire. C'est le livre aussi qui reproduit les leçons d'un cours, le livre pédagogique exposant une matière d'enseignement, ce qu'on peut confondre avec le manuel et le traité. Donc ce professeur a publié son cours de philosophie, cours de sciences illustrées, cours de composition musicale. Et là, je vous dirais tout simplement que c'est tiré du Grand Robert de la langue française dans sa version électronique de 2005. S'il vous plaît, allez demander cette version à M. Hannon. Elle va vous servir énormément dans vos travaux, que ce soit par rapport à la préparation des cours ou alors pour la publication scientifique. Vous devez absolument l'avoir à votre portée.